Il existe une pomme de terre sauvage qui pousse actuellement dans l'est de l'Amérique du Nord et qui a un meilleur goût que tout ce que vous trouverez soigneusement empilé sous les lumières fluorescentes d'une épicerie. Bien avant les étiquettes nutritionnelles, avant les chaînes d'approvisionnement, avant que l'emballage et la marque ne nous disent quelle nourriture valait la peine d'être mangée, les enfants amérindiens lui avaient donné un nom. Ils l'appelaient le bonbon souterrain. Non pas comme une métaphore, non pas comme un folklore, mais parce que pour eux, ce petit trésor enfoui était doux, nourrissant et offert librement par la terre elle-même. Pendant la ruée vers l'or, les mineurs ont attribué à cette pomme de terre oubliée le mérite de leur avoir sauvé la vie lorsque les rations s'amenuisaient et que le désespoir s'installait. Les colons européens la consommaient si avidement qu'un cueilleur légendaire a un jour plaisanté en disant que son ami craignait de subir un sevrage lorsque l'approvisionnement serait épuisé. Ce n'était pas un aliment de survie rare, c'était abondant, fiable et profondément aimé. Alors voici la question qui devrait immédiatement vous mettre mal à l'aise. Si cette plante était plus douce, plus nutritive et poussait librement, sans engrais sur la moitié d'un continent, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler ? Pourquoi est-elle absente des magasins, des catalogues de semences et des conversations modernes sur l'alimentation durable ? Pourquoi avons-nous abandonné une pomme de terre qui a nourri des civilisations entières pendant des milliers d'années ? La réponse facile serait de supposer qu'elle manquait de saveur, de rendement ou de praticité. Mais cette réponse serait fausse. La vérité n'a rien à voir avec le goût. Elle n'a rien à voir avec la nutrition. Et tout à voir avec ce qui se passe lorsqu'un système alimentaire basé sur le contrôle entre en collision avec une plante qui refuse d'être domestiquée. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un légume oublié, c'est l'histoire de ce que nous avons choisi de valoriser, de ce que nous avons choisi d'effacer et de ce que ce choix révèle sur nous. Fin mars, alors que les dernières traces de gel commencent à relâcher leur emprise sur le sol forestier, quelque chose d'extraordinaire se produit dans les forêts de l'Est des États-Unis. Avant que les arbres ne se soient complètement réveillés, avant que les feuilles ne s'approprient la lumière du soleil au-dessus, le sol lui-même se transforme. Des millions de fleurs délicates apparaissent presque du jour au lendemain, se répandant comme une tapisserie vivante sous les branches nues. Leurs pétales sont rose pâle, striés de lignes plus profondes, ne s'ouvrant que lorsque le soleil est généreux et se refermant au retour du soir. Pendant une courte période, la forêt semble enchantée. Puis, aussi vite qu'elles sont apparues, les fleurs disparaissent. En quelques semaines, elles s'évanouissent complètement, ne laissant aucune trace évidente de leur passage remarquable. Pour la plupart des gens qui parcourent ces sentiers, le moment passe inaperçu, classé comme un autre signe éphémère du printemps. Mais le véritable miracle est caché sous la surface. 3 à 5 pouces sous le sol, bien après la chute des pétales, de petits tubercules attendent en silence. Leur taille varie de celle d'une bille à près de 2 pouces de diamètre. Peu impressionnants au premier abord, faciles à négliger. Pourtant, c'est là que réside la véritable valeur, enfouie là où seuls ceux qui savent quoi chercher penseraient jamais à fouiller. Pour l'œil non averti, ces tubercules semblent insignifiants. Pour ceux qui les comprenaient, ils représentaient la sécurité, la nourriture et une promesse silencieuse de la terre elle-même. Une nourriture qui n'exigeait ni champ, ni clôture, ni engrais. Une récolte qui arrivait sans être plantée et revenait sans être épuisée. Et cela soulève une question plus profonde. Si une telle abondance pouvait exister inaperçue sous nos pieds, qu'avons-nous d'autre appris à ignorer sans voir ? Pour le peuple algonquin, ces petits tubercules souterrains n'étaient pas une curiosité ou une nouveauté saisonnière. C'était de la nourriture, cuisinée et consommée de la même manière que les générations futures prépareraient des pommes de terre. Ils apparaissaient constamment dans les registres ethnobotaniques comme un aliment de base fiable. Pour les Iroquois, ils étaient quelque chose d'encore plus précieux. Bouillis ou rôtis, leur saveur naturellement douce, semblable à celle de la châtaigne, en faisait une gâterie favorite des enfants, souvent donnée en récompense ou partagée lors des repas communautaires. Loin d'être une collation primitive, des systèmes entiers ont été construits autour de cette plante. Les Thompson du Nord-Ouest Pacifique traitaient ces tubercules avec le sérieux réservé aux provisions hivernales essentielles. Ils les cuisaient à l'étouffée pour préserver leur saveur, les assaisonnaient avec du céleri indien et les stocker dans des fosses en terre soigneusement tapissées pendant les mois plus froids.
Ces méthodes de stockage reflétaient ce que l'agriculture moderne louerait plus tard comme efficaces et avant-gardistes. Pourtant, elles existaient bien avant que l'agriculture industrielle ne les imagine. Pendant des milliers d'années, ce fut la pomme de terre d'Amérique du Nord. Elle ne nécessitait ni charrue, ni clôture, ni propriété. Elle poussait là où les forêts rencontraient de la lumière du soleil, revenait année après année et fournissait de la nourriture sans être épuisée. Les enfants les déterraient en jouant, apprenant dès leur plus jeune âge que la nourriture pouvait venir de la connaissance plutôt que du contrôle. Cette relation avec la terre n'était pas accidentelle. Elle était enracinée dans l'observation, le respect et la confiance bâtis sur des générations. La plante donnait librement et en retour, elle était récoltée avec retenue. Il n'y avait pas de précipitation pour tout extraire d'un coup. Aucune pression pour maximiser le rendement au détriment de demain. Et pourtant, malgré son abondance, sa douceur et sa fiabilité, ce partenariat silencieux entre les gens et la plante était sur le point d'être rompu, non pas parce qu'il avait échoué, mais parce que quelque chose d'autre était arrivé, porteur d'un pouvoir avec lequel il ne pouvait rivaliser. Au printemps 1719, un navire accosta au New Hampshire transportant quelque chose de petit, d'apparence ordinaire, et qui allait changer le monde. Dans sa cale se trouvaient des tubercules de Derry en Irlande. Ces pommes de terre avaient déjà parcouru un long et improbable chemin, originaires des Andes, transportés en Europe par les colonisateurs espagnols, adoptés par les fermiers irlandais, et maintenant revenus à travers l'Atlantique. Mais cette fois, elles n'arrivaient pas seules. Elles arrivaient soutenues par un empire. Contrairement aux pommes de terre indigènes qui poussaient discrètement dans les forêts, la pomme de terre irlandaise s'intégrait parfaitement à une nouvelle vision de l'agriculture. Elle pouvait être plantée en rangées, elle pouvait être stockée dans des caves à légumes, elle pouvait être comptée, taxée, standardisée et expédiée à travers des réseaux commerciaux en expansion. En quelques décennies, elle est devenue la nouvelle norme. Au milieu du XIXe siècle, elle avait presque complètement remplacé les pommes de terre indigènes dont les peuples autochtones et les premiers colons avaient dépendu pendant des générations. Ce qui rend ce changement si troublant, c'est à quel point il n'avait pas de sens sur le plan nutritionnel ou écologique. Ce n'était pas un cas d'amélioration, c'était une dégradation, un échange d'abondance contre l'uniformité, de résilience contre la prévisibilité. La pomme de terre indigène n'a pas disparu parce qu'elle a échoué. Elle a disparu parce qu'elle ne pouvait pas être possédée de la même manière. Elle résistait aux horaires, résistait à l'échelle et résistait au contrôle. Et dans un monde qui se réorganisait rapidement autour de la dominance et de l'efficacité, cette résistance l'a rendue invisible. Peu de gens se sont arrêtés pour demander ce qui était perdu. Encore moins ont remis en question pourquoi un aliment qui avait fonctionné pendant des milliers d'années était soudainement considéré comme obsolète. C'est ici que l'histoire devient impossible à ignorer. En remplaçant cette pomme de terre indigène, nous n'avons pas avancé, nous avons reculé. Les tubercules de la Clétonie de Caroline étaient nutritionnellement supérieurs aux pommes de terre qui les ont remplacées. Et la preuve en existe depuis près d'un siècle. Ils sont riches en vitamines A et C, en potassium, calcium, magnésium et fer, et sont particulièrement équilibrés dans la manière dont ils apportent de l'énergie au corps. Une étude de 1938 a révélé que ces tubercules contenaient environ 2 fois plus de sucre réducteur facilement digestible que de sucre non réducteur, associé à une teneur élevée en amidon. En termes pratiques, cela signifiait une énergie plus rapide et plus propre et un temps de cuisson significativement réduit. Consommés crus, ils offraient le croquant d'un radis. Une fois cuits, ils se transformaient en quelque chose de plus proche d'une châtaigne rôtie ou de la pomme de terre la plus crémeuse imaginable. Les cueilleurs qui comprenaient que la nourriture, au-delà de l'emballage, les louaient sans hésitation. L'une des voix les plus respectées en matière de connaissances sur les aliments sauvages les décrivait comme plus sucrées que les pommes de terre standards et entièrement réussies, qu'elles soient frites, en purée ou ajoutées aux salades. Même les institutions botaniques reconnaissaient leur qualité, les appelant discrètement le tatertot définitif. Et pourtant, bien qu'ils surpassent les pommes de terre modernes en saveur, en nutrition et en efficacité, ils n'ont jamais été améliorés, jamais développés à grande échelle et jamais promus. Pourquoi un aliment supérieur serait-il ignoré à ce point ? La réponse ne réside pas dans la science mais dans les priorités.
La saveur ne motive pas les systèmes basés sur le profit. La nutrition n'a pas d'importance lorsque la durée de conservation est irréelle. Ce qui importait, c'était de savoir si une culture pouvait survivre aux entrepôts, au transport longue distance et à la transformation industrielle. Et dans ce calcul, le meilleur aliment a perdu. L'explication officielle de l'abandon de cette pomme de terre indigène semble raisonnable en surface. Les tubercules sont petits. Ils poussent profondément dans le sol. Ils ne peuvent pas être récoltés par de grandes machines. Ils ne se conservent pas proprement pendant des mois dans des entrepôts comme les variétés industrielles. Mais cette explication s'effondre dès que l'on examine la façon dont la plante pousse réellement. La clétonie de Caroline ne pousse pas de manière éparse. Elle pousse en peuplements denses qui peuvent tapisser des sols forestiers entiers. Lorsque les conditions sont réunies, un cueilleur expérimenté peut en collecter une double poignée en moins d'1 heure. Les communautés indigènes l'ont fait avec succès pendant des milliers d'années. La plante était si fiable que les enfants les déterraient en jouant comme des collations dans les bois. Ce ne fut jamais un problème de productivité. Le vrai problème était la compatibilité. L'agriculture européenne n'était pas conçue autour de l'abondance. Elle était conçue autour du contrôle. Elle exigeait une disponibilité toute l'année, une taille uniforme, un calendrier prévisible et une distribution centralisée. Une plante qui apparaît brièvement disparaît après quelques semaines et ne peut être monopolisée enfreint toutes les règles de ce système. Vous ne pouvez pas breveter une pomme de terre sauvage. Vous ne pouvez pas forcer les agriculteurs à acheter de nouvelles semences chaque saison. Vous ne pouvez pas construire un monopole semencier autour de quelque chose qui se ressème librement. La pomme de terre irlandaise pouvait être standardisée, transformée et optimisée pour les machines. Et une fois que l'industrie de la transformation a pris le relais au milieu du XXe siècle, le changement est devenu permanent. Les scientifiques ont cessé de sélectionner des pommes de terre pour la saveur et la nutrition. Ils ont commencé à les sélectionner pour la friteuse. L'agriculture a adopté le langage de l'ingénierie, servant les usines plutôt que les agriculteurs. Dans ce monde, la récolte d'un cueilleur n'avait pas sa place. Ainsi, la plante n'a pas été oubliée par hasard. Elle a été exclue de manière délibérée. C'est le moment où l'histoire cesse d'être historique pour devenir profondément inconfortable. Aujourd'hui, des milliards de dollars sont investis dans des laboratoires pour tenter de modifier génétiquement des cultures capables de survivre à la sécheresse, aux maladies et à un climat en rapide déstabilisation. Les scientifiques essaient de forcer les pommes de terre industrielles à s'adapter à des conditions qu'elles n'étaient pas censées supporter. Et pendant ce temps, une pomme de terre indigène parfaitement adaptée continue de pousser à l'état sauvage sur la moitié d'un continent, prospérant discrètement, sans intervention. La clétonie de Caroline survit aux hivers rigoureux. Elle se ressème librement, produisant de petites tubercules la première année qui mûrissent en plus grands la seconde. Une fois établie, elle se propage naturellement, couvrant de vastes zones avec un minimum d'effort. Son cousin du sud-ouest produit encore plus de protéines, de calcium, de magnésium et de fer que les pommes de terre rouges biologiques. Dans certains cas, un seul tubercule peut produire des centaines de descendants en quelques mois seulement. Pourtant, réintroduire ces plantes n'est pas simple. Les communautés indigènes qui ont protégé et maintenu ce savoir pendant des milliers d'années portent maintenant une crainte justifiée. Elles comprennent qu'une fois que quelque chose est étiqueté précieux par le système industriel, il est rarement respecté. Il est extrait, breveté et revendu dépouillé de son contexte et de son sens. Ils ont vu leur système agricole être effacé, remplacé par des monocultures. Maintenant, alors que ces systèmes commencent à échouer, les entreprises se tournent vers les mêmes génétiques qu'elles avaient jadis ignorées. Ce qui était ignoré lorsqu'ils nourrissaient les gens gratuitement devient soudainement désirable lorsqu'il peut être monétisé. Ce n'est pas un progrès, c'est une répétition. Et cela impose une question difficile. Que se passe-t-il lorsqu'une société perd foi en une sagesse qui ne peut être possédée, contrôlée ou brevetée? Aujourd'hui, la clétonie de Caroline existe comme un fantôme à la lisière de la conscience moderne. Dans de nombreux endroits, sa récolte est considérée comme controversée, non pas parce qu'elle est rare, mais parce qu'elle ne s'intègre pas facilement dans les catégories de conservation façonnées par la pensée industrielle. Dans certaines régions, elle pousse abondamment dans presque tous les comtés, mais elle n'est vendue que comme fleur sauvage décorative, et non comme nourriture. Les guides de cueillette la mentionnent en passant, si tant est qu'ils le fassent. Les catalogues de semences l'ignorent complètement.
Chaque printemps, des millions de personnes traversent les forêts, tandis que les délicates fleurs roses éclosent sous leurs pieds. Ils admirent la beauté, prennent des photos et passent leur chemin, sans jamais réaliser qu'ils se tiennent sur un festin. Un aliment qui a autrefois nourri des civilisations a été réduit à un décor, non pas parce qu'il manque de valeur, mais parce que nous ne reconnaissons plus de valeur à ce qui ne peut être emballé et vendu. La pomme de terre féerique est devenue un conte de fées, non pas parce qu'elle était fragile, mais parce que nous avons choisi un système qui valorise le contrôle plutôt que la nourriture et le profit plutôt que la saveur. La plante est toujours là. Chaque avril, elle fleurit. Elle produit toujours ses petits tubercules doux. Elle s'offre toujours librement à quiconque se souvient de ce qu'elle est. La plupart des gens passeront à côté en allant acheter des pommes de terre expédiées sur des centaines de kilomètres, cultivées dans un sol épuisé, sélectionnées pour les machines plutôt que pour la bouche. Et ce choix dit quelque chose de profond sur la foi. La foi dans les systèmes, la foi dans l'autorité, la foi dans ce qu'on nous dit être normal. Alors maintenant, la question vous appartient. Croyez-vous que la sagesse doit être moderne pour être vraie? Ou la foi peut-elle aussi signifier faire confiance à ce qui a nourri les gens bien avant nous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Où vous situez-vous et qu'avons-nous, selon vous, oublié en chemin?